Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une série de vidéos consacrées aux consoles QuickQ, donc qui est la seconde gamme de consoles de chez Shamsys. C'est une console simple à prendre en main, qui est intuitive, mais qui est aussi une console moderne, donc qui permet de gérer à la fois de l'éclairage traditionnel, de la LED et des automatiques. Alors cette gamme de consoles, elle est composée notamment de trois références, donc la QuickQ 10, la 20 et la 30. Alors la QuickQ 10 qui est la version d'entrée de gamme la plus simple et qui sera plutôt destinée aux petites installations qui n'ont pas d'automatique et qui n'ont pas un gros parc de machines à gérer. Donc elle permet de sortir un univers soit via le réseau, soit physiquement via le port DMX à l'arrière de la console. Donc elle est un peu différente de la QuickQ20 et de la QuickQ30 parce qu'elle n'a pas d'encodeur rotatif ici physique pour gérer les attributs des projecteurs. Donc ce qui est assez contraignant quand on travaille avec des projecteurs automatiques. Et elle a également une section de playback qui est limitée par rapport à celle des QuickQ20 et des QuickQ30 parce qu'elle n'a que 3 playbacks, 2 pour créer des chases et un seul pour créer des Q-stacks. Donc c'est plutôt une console qui se destine aux petites installations pour de la prestation. On s'orientera plutôt vers une QuickQ20 ou une QuickQ30. Alors la différence entre la 20 et la 30, c'est le nombre d'univers que vous allez pouvoir gérer. Donc 2 univers pour la QuickQ20 et 4 univers pour la QuickQ30. Et sur la QuickQ30, vous avez également une section fader fixture qui est de 40 faders contre 20 faders pour la QuickQ10 et la QuickQ20. On détaillera le rôle de ces faders par la suite dans la suite de la vidéo. Donc les consoles QuickQ, leur avantage c'est qu'elles sont simples d'utilisation, qu'elles sont intuitives avec une interface graphique. Elles sont également économiques, donc on part de 1750 € hors taxe pour la QuickQ10 jusqu'à 3500 € hors taxe pour la QuickQ30. L'avantage de ces consoles, c'est que vous voyez ici l'antenne derrière, elles ont en fait elles peuvent créer leur propre réseau Wi-Fi pour pouvoir se connecter à une tablette ou à un téléphone et s'en servir comme d'un second écran ou comme d'une télécommande. Donc on va juste jeter un œil sur le panneau arrière des consoles. Donc ici c'est la QuickQ20. On va retrouver la connectique d'alimentation et un bouton d'alimentation, un port réseau, un port HDMI pour pouvoir connecter un écran externe qui va nous permettre d'afficher certaines fenêtres. Alors par contre on ne peut pas ajouter d'écran tactile sur QuickQ, c'est une délimitation du produit. Ensuite, on va retrouver deux ports USB pour mettre une clé USB, un clavier ou une souris ou la light. Le connecteur de l'antenne, un bouton de reset et ensuite des entrées et sorties audio, entrées et sorties MIDI et les connecteurs DMX en XLR 5 broches ainsi qu'un verrou Kensington pour pouvoir sécuriser la console et éviter qu'elle soit volée. L'autre avantage des consoles QuickQ, c'est qu'elles ont aussi un software offline qui permet de programmer, enfin de pré-programmer plutôt, sur PC ou sur Mac et ensuite de charger le show dans la console. Donc c'est sur ce logiciel que je vais vous faire ce tutoriel. Donc vous pouvez télécharger ce logiciel en vous rendant sur le site de Shamsys, section software et QuickQ software. Vous allez arriver sur cette page. Donc vous avez toujours trois versions du logiciel. La première ici qui est destinée aux consoles et ensuite les deux autres pour le logiciel offline Windows et le logiciel offline Mac. Alors la différence avec MagicQ, c'est que sur MagicQ vous pouvez programmer, vous pouvez également sortir du DMX
Voilà, sur QuickQ Designer, c'est pas possible, c'est uniquement destiné à la pré-programmation, il n'y a pas de sortie DMX physique ou via le réseau sur PC. Ensuite, vous avez le choix ici entre la dernière stable et la dernière version bêta. Et vous pourrez ensuite vous inscrire pour télécharger le logiciel. Alors, une fois le logiciel installé, au lancement, vous allez retrouver cette interface qui reprend en fait l'interface physique des consoles QuickQ. Donc vous avez ici l'écran principal de la console avec la légende des playbacks ici, et ensuite vous retrouvez une section de playback virtuelle identique à celle de la console. Sur la gauche, vous retrouvez la section Fixture Fader, comme sur la console. Ensuite ici, vous avez le visualiseur, donc il n'est pas disponible directement sur la console, que vous pouvez lancer directement sur PC quand vous travaillez en offline sur QuickQ Designer, ou lancer Magic Viz séparément et le mettre en réseau avec votre console pour avoir la visualisation. Ensuite ici, on va rapidement aller dans Menu, Settings. Pour vous montrer ici, vous pouvez passer l'interface d'une QuickQ10. Donc ici, on retrouve les trois playbacks de la QuickQ10 avec les deux Chase et la QStack. Ou passer sur l'interface de la QuickQ30. Alors ici, on va retrouver les 40 faders fixtures qui sont présents sur la QuickQ30. Voilà, ensuite vous avez deux boutons pour montrer et afficher le visualiseur ou le cacher, et même chose pour les faders. Alors la seule chose qu'on va pas retrouver sur le logiciel QuickQ Designer, c'est la section physique qui est entre les faders fixture et les faders de playback. Donc vous avez sur les consoles, vous avez trois boutons fixture, groupe Q qui vont modifier à la volée les fonctions du panneau de fader sur la gauche, les faders fixture. Et vous avez une section call mix avec deux encodeurs et deux boutons qui sont en fait un accès direct à la section dédiée au contrôle de la couleur qu'on va retrouver dans cette fenêtre ici. Donc dans cette première vidéo, on va dans un premier temps présenter l'interface de la console, euh, en expliquer les différents concepts, et ensuite on va voir le patch des machines, la sélection des machines et la gestion des attributs. Donc sur l'écran principal de la console ici, la fenêtre de base c'est la fenêtre layout, c'est une fenêtre où vous allez retrouver toutes les machines que vous avez patchées et ainsi que les groupes que vous avez créés. Vous avez alors tout en haut ici un bouton back et un bouton home qui vous permet de retourner soit sur la fenêtre par défaut, soit sur la fenêtre sur laquelle vous étiez précédemment. Un bouton clear ici pour vider le programmeur. Donc il y a un concept qu'on détaillera un peu plus tard dans la vidéo, et un bouton record ici pour enregistrer des mémoires avec des options d'enregistrement supplémentaires. Ensuite vous avez ici un bouton qui est composé de 6 petits carrés, c'est un bouton qui est dédié aux actions sur la console. Donc simplement si j'appuie sur cancel, je reviens en arrière. Si vous appuyez sur Release All, ça va désactiver toutes les mémoires que vous avez envoyées. Et ensuite, vous avez un bouton Move qui vous permet de déplacer, par exemple, une mémoire, enfin une séquence sur un autre playback. Vous avez un bouton Rename
qui vous permet de renommer les éléments, les différents éléments que vous avez à l'écran. Alors ce soit des groupes, des machines, des queues, etc. Et enfin vous avez un icône corbeille qui vous permet de supprimer des éléments que vous avez à l'écran. Ensuite sur la droite on va retrouver un menu déroulant avec les différentes fenêtres. Alors ce menu déroulant il est contextuel, donc en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans la console, vous allez avoir parfois certaines commandes supplémentaires et vous retrouverez toujours les fenêtres, les différentes fenêtres du logiciel. Donc la première fenêtre File, c'est une fenêtre qui vous permet de gérer les fichiers. Donc les fichiers show ici avec un bouton nouveau show, charger un show, enregistrer un show sous, enregistrer le show sous le même nom et enregistrer un backup du show sur une clé USB. Et ensuite ici une section dédiée aux fichiers librairie. Vous avez la fenêtre de patch sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Une fenêtre execute donc, qui vous permet de créer des boutons virtuels qu'on détaillera dans une autre vidéo. Une fenêtre Tensyn qui elle est dédiée au QuickQ Rack. Alors le QuickQ Rack, je vous en ai pas parlé, c'est une version rack des consoles QuickQ qui est dédiée à l'installation fixe et qui permet en façade ou via un boîtier déporté mural de rappeler des mémoires que vous avez enregistrées dans la console, donc les 10 mémoires qui sont les 10 boutons qu'on retrouve ici. Pardon. Une section event donc qui est toute nouvelle et qui est apparue dans la dernière bêta que j'utilise ici, qui va vous permettre de programmer des mémoires en fonction du temps, de la journée, de la date, de l'heure, etc. Une section output donc qui va vous permettre de voir les niveaux qui sont sortis par la console. Donc ici ce sont les niveaux de l'univers 1 et je peux ensuite passer d'un univers à l'autre pour voir les niveaux de chaque canot. Et ensuite ici la fenêtre paramètres où on retrouve les différents paramètres de la console. Alors QuickQ sont les consoles qui sont simplifiées, donc par rapport à MagicQ, vous aurez beaucoup moins de fenêtres et vous aurez également beaucoup moins de différents paramètres à les modifier. Alors c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage c'est que c'est plus simple d'utilisation, ça évite de se perdre dans les paramètres et dans les différentes fenêtres. L'inconvénient c'est évidemment que les consoles QuickQ seront moins flexibles que les consoles MagicQ. Vous aurez beaucoup moins de liberté à paramétrer la console et à choisir son mode de fonctionnement par rapport à une console MagicQ. Donc voilà, ça m'amène à un deuxième point. Les fichiers show de QuickQ et de MagicQ partagent le même format, ce qui permet de charger un show QuickQ dans une console MagicQ et inversement de charger un show MagicQ dans une console QuickQ. Alors il y aura des légères modifications qui seront faites quand vous changez de plateforme, mais dans l'ensemble vous allez retrouver vos mémoires, vos palettes, votre patch, etc., etc. Alors on va retourner sur la fenêtre Layout. Donc sur la fenêtre Layout, vous avez ici 4 boutons qui vous permettent d'accéder aux attributs d'intensité, de position, de couleur et de beam pour les machines sélectionnées. Vous avez sous la fenêtre Layout la légende de vos playbacks. Donc sur cette légende, vous avez le playback sélectionné qui apparaît en surbrillance vert. La sélection d'un playback, ça vous permet de contrôler ce playback à l'aide des boutons Go et Pause qui sont ici.
Donc contrairement à Magic Q, vous n'avez pas un bouton Go et Pause individuel pour chaque playback, mais vous avez un bouton Go et Pause général et qui agira sur le playback qui est sélectionné. Ensuite, vous retrouvez les 10 faders de playback, ainsi que des boutons flash et une section master ici sur la droite. Vous voyez, quand votre master est engagé, vous avez un repère visuel, et quand il est baissé complètement, il clignote en rouge pour vous avertir que votre master est à 0. Ensuite, vous avez un bouton DBO qui va couper instantanément tous les canaux d'intensité pour obtenir un noir sale, simplement un clic du bouton. Sur la gauche, on retrouve une section de faders. Ces faders, ils sont nommés fader fixture et ils fonctionnent selon 3 modes différents. Vous pouvez passer d'un mode à l'autre à la volée. Vous avez ici, ce que vous allez également retrouver sur les consoles, un indicateur qui vous indique sur quel mode vous êtes actuellement. Et vous pouvez passer d'un mode à l'autre, soit sur console en utilisant les boutons physiques, soit sur le logiciel en utilisant ces indicateurs. Dans le premier mode, le mode fixture, vous allez contrôler l'intensité de vos machines, machine par machine. Quand vous passez en mode groupe, vous allez contrôler l'intensité de l'ensemble des machines de vos groupes. Donc ici, par exemple, j'ai 5 groupes, 1, 2, 3, 4, 5. Si je lève mon fader, je vais contrôler l'intensité de mon groupe numéro 2. Et ensuite, vous avez un mode Q qui vous permet d'enregistrer une mémoire. Donc à la différence de la section playback sur laquelle vous pouvez enregistrer plusieurs mémoires et ensuite les utiliser soit en chase soit en Q-stack, sur les faders en mode Q, vous pouvez enregistrer une seule mémoire. Donc ça peut être un tableau d'ensemble, ça peut être simplement une position ou un effet. Alors, ça n'a pas besoin d'être une programmation statique, ça peut être une programmation dynamique à l'aide d'un effet. Mais par contre, vous n'aurez la possibilité d'enregistrer qu'une seule mémoire sur ces faders. Donc pour détailler un peu plus ici la section layout, sur cette section, je vais retrouver les machines que j'ai patchées. Et ensuite, je vais pouvoir les réorganiser en fonction de ma configuration physique ou comme je le souhaite. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Alors ici, j'ai fait un show dont vous pourrez retrouver le lien en téléchargement pour avoir la même chose que moi. Et sur ce show, donc j'ai patché un kit ici avec des latéraux en trad que je retrouve ici sur ma section de layout, avec des lyres de type beam sur des totems en fond de scène que je vais retrouver ici, et ensuite 3 ponts que je vais retrouver ici, pont numéro 1, pont numéro 2 et pont numéro 3. Alors sur cette fenêtre de layout, vous avez des machines et vous avez des groupes. Donc sur les machines, pour chaque machine, vous allez retrouver le numéro de machine qui a été affecté dans le patch, le nom de la machine, donc c'est le nom du modèle par défaut, mais vous pouvez aussi la renommer, comme j'ai fait ici par exemple. Vous allez retrouver à gauche de la machine une jauge qui vous indiquera l'intensité qui est actuellement envoyée par la console. Vous voyez, si je mets une intensité à 50%, j'ai bien mon repère ici. Donc voilà, c'est dynamique, hein. Si jamais j'utilise un chase d'intensité, je vais voir
en direct mon intensité est variée. Quand j'ai sélectionné une machine, elle apparaît en vert. Je peux ensuite recliquer dessus pour la désélectionner. Et enfin, sur, sur la case où est le numéro, en fond, j'ai la couleur qui est actuellement envoyée par la machine. Donc ici, sur l'éclairage traditionnel, comme j'ai affecté une gélatine à ces machines, on va retrouver la couleur de la machine par défaut. Alors mon show, je l'ai d'abord fait sur Magic U, c'est ce qui m'a permis d'implanter tous les éléments autres que les projecteurs, donc mes pendrillons, mon truss, etc. Ça, vous ne pouvez pas le faire directement depuis QuickQ, il faudra faire votre patch et votre implémentation en 3D depuis Magic Q. Si vous n'êtes pas sûr de comment faire, j'ai fait une vidéo sur les bases du visualiseur dans les lives de LC Formation. Alors il me semble que c'était le 10e jour. En tout cas, vous allez pouvoir la retrouver sur la page de LC Formation. Donc voilà pour les icônes des machines. Vous avez également une icône de groupe qui est un peu différente parce qu'elle n'a pas de jauge sur la gauche pour vous indiquer le niveau. Et ensuite, si vous remarquez bien, vous avez un double carré superposé pour vous indiquer que c'est un groupe, ainsi que le nom du groupe, le numéro du groupe et le nombre de machines sur la droite qui sont dans ce groupe. Alors je vais vous montrer la section du patch. Donc ici j'ai un patch qui est déjà fait, mais pour les besoins de l'exercice, on va repartir sur un nouveau show. Donc là j'ai une section de patch qui est vide, une fenêtre layout qui est vide. Donc pour patcher des machines, il y a ici un bouton plus. Donc je vais arriver ici sur une boîte de dialogue dédiée au patch des machines. Donc vous avez deux sections, la section Quick qui est composée de raccourcis et la section Find qui vous permet de naviguer dans toutes les librairies de la console. Alors l'avantage des consoles QuickQ, c'est qu'elles partagent les mêmes librairies que les consoles Magic Q, donc vous avez aujourd'hui à peu près 30 000 profils dans la librairie, donc c'est une des forces aussi de ces consoles. Donc dans la section Quick, je vais avoir 3 raccourcis. Ici, je vais pouvoir retrouver toutes les dernières machines que j'ai patchées. Ici, je vais retrouver un raccourci donc pour patcher des dimmers simples, donc a priori du trad, et un raccourci pour patcher des LED RGB, donc, un profil de 3 simple de 3 canaux RGB. Ensuite, pour naviguer dans la librairie, je vais dans la section Find et je retrouve un peu dans la même logique que ce qu'il y a sur Magic Q, une vue fabricant, modèle et mode. Donc si je sélectionne un fabricant, ensuite dans la section fixture je vais retrouver tous les différents modèles qui sont connus pour ce fabricant, et si je sélectionne un modèle, je vais ensuite retrouver les différents modes qui sont connus pour cette machine. Alors vous pouvez également ici, avec le champ Search, rechercher directement soit un fabricant, soit une fixture, soit un mode. Donc par exemple, si vous cherchez des pointes, vous allez retrouver ici dans le fabricant Robé toutes les machines qui correspondent à la recherche, et
si vous sélectionnez un second fabricant, les machines qui correspondent à la recherche pour ce fabricant. Donc une fois qu'on a sélectionné un profil, par exemple pointe ici en mode 2, ici la console va m'indiquer le nombre de canaux qui sont utilisés par ce profil, et je vais ensuite pouvoir choisir l'univers sur lequel je veux patcher les machines, l'adresse de départ et la quantité de machines que je veux patcher. Donc on va par exemple mettre 4 machines sur l'univers 2 à l'adresse de départ 100. Une fois que j'ai rentré ces informations, j'appuie sur le bouton patch en bas à droite, et ici je vois bien mes 4 machines apparaître dans le visualiseur et dans ma section patch. J'ai ici mes numéros de machines qui vont également servir à mes fader fixtures. Donc je vais retrouver ici mes 4 premières machines sur mes 4 premiers fader fixtures. Donc mon premier fader va contrôler l'intensité de ma première machine, etc., etc. Si jamais, alors ici en double cliquant, je change le numéro de machine, ça va également déplacer le contrôle de cette machine sur le fader correspondant. Donc désormais, mon dernier pointe va être contrôlé par mon fader numéro 8. Alors évidemment sur les consoles vous avez un nombre limité de faders, donc cette méthode vous permet de choisir quelle machine vous voulez affecter au fader physique, sachant que le reste de l'intensité des machines pourra être contrôlé par des faders virtuels. Vous retrouvez ici dans la colonne Head Type le fabricant, le modèle et le mode, donc il n'y a pas une section que vous pouvez changer. Et ensuite le nom des machines qui peut être édité ici en double-cliquant. Et ensuite en appuyant soit sur Entrée, soit sur Rename. Vous pouvez vous retrouver ici l'adressage de vos machines, donc en commençant par le numéro d'univers, puis par l'adresse DMX. Donc vous pouvez modifier l'adressage des machines directement depuis cette case. Simplement il faut au préalable vider votre programmeur. Si vous ne le faites pas, vous aurez un message d'erreur ici qui vous prévient que ce n'est pas possible tant que le programmeur contient des informations. Donc on va faire un clear. Et maintenant je vais pouvoir changer l'univers et l'adresse de départ. J'ai ici un raccourci pour aller chercher la prochaine adresse de libre. Donc si je remets les informations que j'avais avant, voilà, alors il va me chercher la première adresse de libre sur l'univers sélectionné. Donc ici, si je veux repatcher ma machine sur l'univers 1 à l'adresse de départ 1, je rentre les informations et j'appuie ensuite sur cette adresse. Et sur la section patch, on va retrouver également deux colonnes pour l'inversion du pan et l'inversion du tilt. Si je coche ces cases pour les machines sélectionnées, alors il faut dans un premier temps sélectionner la case, puis la cocher. Donc pour les machines sélectionnées, on va tout simplement inverser les valeurs des MX dans ma console. Donc ici, par exemple, je vais avoir deux machines qui vont tourner dans un sens et deux machines qui vont tourner dans l'autre sens. Donc ça va vous servir notamment si jamais une machine a été installée sur le pont dans le mauvais sens, ou si vous avez des machines au sol et en l'air et que vous souhaitez en utilisant le pan qu'elles tournent dans la même direction, etc.
Donc voilà, on voit bien que dès que je décoche l'inversion du pan, la console recalcule la valeur des MX qu'elle est en train d'envoyer. Donc une fois que vous avez patché les machines que vous souhaitez utiliser, on va retourner sur la fenêtre Layout et on va voir qu'ici j'ai une bande qui est apparue en haut sur laquelle je vais pouvoir retrouver les machines que j'ai patchées ainsi que les groupes qui sont créés automatiquement lors du patch des machines. Donc la console crée automatiquement un groupe par type de machine, mais vous pouvez bien entendu par la suite soit supprimer ce groupe, soit en recréer d'autres. On verra ça un peu plus tard. Donc une fois que vous avez fait votre patch, les machines deviennent disponibles ici. Pensez bien ici à déverrouiller la grille, sinon vous n'allez pas pouvoir patcher, pas pouvoir mettre les machines sur la grille. Donc, ensuite, il suffit de prendre vos machines et de faire un glisser-déposer pour utiliser l'organisation que vous souhaitez. Vous avez ici un bouton grid qui vous permet d'afficher une grille et d'activer le magnétisme des éléments. Donc c'est-à-dire que quand je vais déplacer un élément au-dessus d'une case, cet élément va automatiquement aller se mettre dans la case la plus proche. Ça vous permet de disposer vos machines facilement et proprement. Alors pour les configurations, vous avez beaucoup de machines, vous avez ici des boutons plus et moins qui vous permettent de zoomer et de dézoomer dans la grille. Et ici, je vais aller chercher mon icône de groupe pour la placer. Et une fois que toutes les machines disponibles ont été placées sur ma fenêtre de layout, le bandeau qui est apparu en haut va disparaître. Donc voilà pour le patch. Vous avez aussi une fonction sur les consoles QuickQ qui s'appelle RDM Auto Patch, donc qui n'est pas disponible sur PC puisqu'il faut que vous soyez connecté à des machines RDM physiquement sur votre console. Donc on détaillera le fonctionnement du RDM dans une prochaine vidéo, mais simplement la fonction RDM Autopatch, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va scanner votre réseau DMX pour y découvrir les périphériques RDM, et avec les réponses qu'elle aura eues de ces périphériques, elle va chercher une correspondance dans ses librairies pour repatcher les mêmes machines aux bonnes adresses. Ça vous permet, si vous avez un kit qui est compatible RDM, de recréer votre patch de manière automatique et très rapide, simplement en scannant les machines, en les découvrant et en recréant l'adressage qui a été trouvé pour ces machines. Alors voilà pour le patch des machines. Je vais maintenant recharger mon show de démo. Donc voilà, ici on retrouve les machines qui sont patchées dans mon show. Alors la numérotation est pas forcément très bonne. Et je vous l'accorde, la scène est un peu chargée, mais c'est plutôt pour le but de l'exercice. Donc je vais retrouver ici toutes mes machines et en bas j'ai mis tous les groupes qui sont créés automatiquement par la console, qui a regroupé dans ce groupe tout le trad. Donc il y a 18 machines ici dans ce groupe. Une fois que vos machines ont été positionnées dans la fenêtre de layout, vous allez pouvoir les sélectionner pour contrôler leurs attributs. Donc la sélection peut se faire de plusieurs manières, soit via l'icône de la machine
ou de son groupe dans la fenêtre de layout, soit à l'aide des fader fixtures qui sont sur la gauche. Donc ici, si j'utilise le bouton qui est sous le fader, ça va sélectionner ma machine. Donc j'ai la confirmation à la fois dans le visualiseur et dans la fenêtre de layout. Vous avez également la même possibilité lorsque vous êtes en mode groupe pour sélectionner vos groupes. Donc là, si je sélectionne mon groupe numéro 5, on voit bien ici qu'il est sélectionné. Alors, sélectionner les machines, ça va vous permettre de charger les valeurs souhaitées dans le programmeur. Et on va voir tout de suite les premiers attributs. Alors, l'intensité des machines, elle peut être affectée soit à l'aide des faders fixtures au groupe, soit ici avec des raccourcis 0 et 100, soit dans la fenêtre intensité, où je vais retrouver un fader virtuel pour chacune de mes machines et un bouton sous la machine. Donc ce bouton ici, le bouton virtuel a le même effet que le bouton des faders fixture. Donc là j'ai mes 20 premières machines qui correspondent aux 20 machines qui sont affectées à mes faders fixture. Pour les machines au-delà de la machine numéro 20, je vais la retrouver ici sur une deuxième page de fader. Alors les faders physiques sont fixes, c'est-à-dire que vos 20 faders ici contrôleront toujours les 20 premières machines. Alors, vous pouvez choisir, comme je vous l'ai dit, les machines contrôlées en changeant le numéro des machines dans le patch ici. Donc une fois que vous avez sélectionné votre machine, vous pouvez leur affecter une intensité à l'aide des faders virtuels ou à l'aide des raccourcis 0 et 100 qui sont ici, ou à l'aide de ce master, donc qui va contrôler l'intensité de toutes les machines que j'ai de sélectionner. Si jamais vous avez une disparité entre vos niveaux d'intensité, vous allez voir sur le fader en surbrillance bleue, tout en haut le maximum d'intensité de vos machines, tout en bas le minimum d'intensité utilisé par vos machines, et lorsque vous utiliserez ce fader, si vous avez une disparité, vous allez conserver les différences de niveau entre vos machines. Dans la fenêtre d'intensité, on a un premier onglet fader qui est celui que je viens de vous montrer, et vous avez une section effets qui est dédiée aux effets d'intensité, donc les effets qu'on détaillera dans une prochaine vidéo. Ce sera la même logique sur les autres fenêtres des attributs de position, de couleur, de beam. Vous allez retrouver vos paramètres de position, une section effet, et sur ces trois fenêtres position, couleur, beam, vous aurez également une section de palette là-haut qui sera similaire voire identique au concept de palette sur Magic Cube. Donc pour avoir accès aux attributs des projecteurs, il faut, vous voyez ici, tout est grisé, il faut au préalable sélectionner des projecteurs et bien sûr sélectionner des projecteurs qui ont les attributs demandés. Si vous sélectionnez vos projecteurs fixes traditionnels et que vous allez dans l'onglet position, vous n'aurez bien sûr pas accès aux attributs de position parce que votre machine ne dispose pas de ces attributs.
Donc je vais ici sélectionner mes machines, leur donner une intensité. Dans ma fenêtre de position, je vais retrouver le pan et le tilt, donc qui seront affectés aux encodeurs physiques pour ceux qui sont sur console, et pour ceux qui sont sur PC, vous pourrez les contrôler. Bon, alors là, la machine tourne sur elle-même. Vous pourrez contrôler les attributs soit en restant appuyé sur le bouton et en faisant monter et descendre la jauge, soit à l'aide de la molette de votre souris. Quand vous avez un attribut qui est linéaire, donc un attribut qui va simplement de 0 à 255, comme une intensité ou une position ou un zoom, vous allez retrouver en accès direct des boutons pour le maximum, le minimum, et ici pour les positions, le centre ou la valeur moyenne pour le reste des attributs. Vous avez également au centre de la fenêtre un trackpad qui vous permet au tactile ou à la souris de contrôler les positions des machines. Alors, je ne suis pas un fan inconditionnel de ce trackpad, mais chez Shamsys on m'a assuré que l'essayer c'est l'adopter. Donc je vous laisse voir ce qui vous convient le mieux, les encodeurs, le trackpad. Voilà, alors sur QuickQ10, vous n'aurez pas d'encodeur physique, donc le contrôle du pan et du tilt sera un peu plus compliqué. C'est pour ça que les QuickQ10 sont déconseillés aux gens qui souhaitent contrôler des automatiques. Vous avez ensuite un bouton ici Fine qui va vous permettre de passer en mode Fine pour avoir un contrôle beaucoup plus fin des attributs que vous êtes en train de modifier et pour être beaucoup plus précis dans le contrôle de vos positions. Vous avez ensuite deux boutons ici, Fan Tilt et Fan Pan. Alors je vais simplement donner un peu de tilt à mes machines. La fonction Fan Pan, je clique dessus pour l'activer, elle va me permettre, au lieu de changer de manière identique les canaux de panne pour toutes mes machines, elle va me permettre de répartir uniformément ces changements pour obtenir un effet d'éventail. Et il ne faut pas oublier de désactiver la fonction, et vous allez également pouvoir utiliser cette fonction sur le tilt pour obtenir un décalage entre vos machines. Vous pouvez bien sûr utiliser ces deux fonctions à la fois. Quand vous avez la fonction fan activée, vous le voyez ici, la flèche se transforme en éventail pour vous indiquer visuellement que vous utilisez la fonction fan pan et fan tilt. Alors, je vais revenir au centre, et enfin vous pouvez utiliser les flèches qui sont ici pour agir sur le tilt pour la flèche verticale ou sur le pan pour la flèche horizontale. Donc voilà pour la section position. Comme pour la fenêtre d'intensité, de position, de couleur, de beam, vous retrouvez ici une section effets qui est dédiée aux effets de position. Ensuite pour la section couleur, vous allez retrouver un color picker, donc une roue de couleur ici qui va vous permettre d'affecter une couleur directement aux machines sélectionnées. Bien sûr, il faut que votre machine dispose d'un système de mélange de couleurs type CMY ou RGB.
La section physique qu'on ne retrouve pas ici sur QuickQ Designer, Call Mix avec les deux encodeurs et les deux boutons, elle vous permet d'agir directement sur cette roue de couleur pour les machines que vous avez sélectionnées. Donc si vous agissez sur un encodeur, vous allez tourner autour de la roue pour changer, alors ce qui en anglais s'appelle la hue et en français s'appelle la teinte. Donc vous allez changer la teinte et ensuite vous allez pouvoir, à l'aide de l'encodeur, changer la saturation de votre couleur. Donc si je prends un bleu par exemple, ici j'ai un bleu assez intense et l'encodeur de droite va me permettre de me rapprocher du centre pour avoir une couleur de moins en moins saturée, et quand j'arrive à 0 saturation, je suis en blanc quelle que soit la teinte sélectionnée. Donc vous pouvez ici, alors ici j'ai une machine qui utilise un mélange de couleurs soustractif, donc en CMY. Je vais pouvoir contrôler directement ces canaux à l'aide du fader virtuel. Et en fonction des valeurs que j'affecte, je vais voir ma croix ici qui va se déplacer sur ma roue de couleur. Pour les machines qui n'ont pas de système de mélange de couleurs mais qui utilisent une roue de couleur, je vais retrouver ici un fader virtuel qui va me permettre de passer d'une couleur à l'autre. Alors je vous l'accorde, c'est pas extrêmement pratique. Par contre, si vous avez ici un canal qui peut prendre différentes plages de valeurs, comme c'est le cas pour la roue de couleur, mais comme ce sera le cas aussi pour d'autres attributs qu'on va retrouver dans ces différentes fenêtres. Quand vous avez cette présentation, vous avez la possibilité de cliquer sur ce nom, de rester appuyé, et vous avez une boîte de dialogue qui va apparaître et en vous montrant toutes les valeurs différentes possibles pour la machine, ce qui va vous permettre de sélectionner directement une valeur plutôt que de faire défiler toute votre roue de couleur. Ensuite, sur les différents onglets, on va retrouver les librairies de gélatine, Lee, Roscoe et Apollo. Alors ces librairies de gélatine, ce sont simplement des raccourcis. Voilà, je pense qu'elle ne sait pas. Ah, peut-être désengager ma roue de couleur, le remettre en open, et ça ira mieux. Donc ce sont simplement des valeurs préfaites pour votre mélange, enfin pour votre système de mélange de couleurs qui vous permet de vous rapprocher des teintes de l'éclairage traditionnel qui utilise des gélatines. Donc vous avez des références de différents fabricants et enfin vous avez comme toujours une section d'effets dédiée aux effets de couleurs. Sur la section dans la fenêtre BIM, je vais retrouver tous les attributs qui vont modifier la forme de mon faisceau. Donc sur le premier encodeur, je vais retrouver mon shutter, le zoom, le focus, l'iris. Au centre de la fenêtre, j'ai également des raccourcis pour l'iris et pour le zoom, donc qui m'indiquent visuellement la valeur qui est prise par mon projecteur. Vous avez des accès directs narrow wide pour ouvrir ou fermer votre iris ou votre zoom, et pour ceux qui sont sur console, vous pouvez contrôler au tactile le zoom et l'iris en faisant ce qu'on appelle un pinch to zoom, donc comme si vous zoomiez ou vous dézoomiez sur votre téléphone. Et bien sûr vous allez pouvoir contrôler ces attributs à l'aide de l'encodeur.
Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur les canaux linéaires comme le zoom, vous allez avoir des accès directs pour affecter une valeur minimum, maximum et médiane. Sur les attributs qui ont des valeurs qui ne sont pas linéaires, donc par exemple l'iris qui peut être en ouvert et qui peut aussi avoir un effet de pulse de random, vous allez pouvoir passer d'une plage à l'autre en faisant défiler la liste. Alors, ce sera peut-être un peu plus parlant sur le stroboscope. Alors ici je suis en ouvert, je peux passer en fermé ou en strobe de rapide à lent. Quand je suis en strobe de rapide à lent, ensuite je vais pouvoir contrôler la vitesse en faisant varier la valeur de mon attribut. Alors contrairement à MagicQ, les positions des attributs sur les différents encodeurs sont fixes, c'est-à-dire que votre zoom se trouvera toujours ici sur l'encodeur en bas à droite, votre strobe sur l'encodeur en bas à gauche, etc. Et vous retrouvez également un bouton Fine, comme pour les positions, qui vous permet un contrôle plus fin de vos attributs. Alors ces encodeurs sont contextuels, c'est-à-dire que les attributs qui sont contrôlés par les encodeurs vont changer en fonction de l'onglet dans lequel je me trouve. Ensuite, dans le deuxième onglet, Gobo 1, on va retrouver la première roue de Gobo de la machine. Et on va simplement en cliquant sur un Gobo pouvoir qu'est-ce que j'ai fait? On va reprendre les machines. On va pouvoir sélectionner directement un Gobo. Alors, il est un peu récalcitrant. Voilà, vous pouvez sélectionner directement votre gobo sur le carrousel de gobo. Alors les icônes de gobo sont définies dans la librairie des machines. Ça peut arriver que la forme du gobo ne soit pas définie du tout. Donc dans ce cas-là, par exemple c'est le cas pour le EG Profile. Voilà, dans ce cas-là je vais simplement retrouver gobo 1, gobo 2, gobo 3. Ou ça peut également arriver que vous ayez un icône de gobo qui ne corresponde pas exactement au gobo qui est en réalité dans votre machine. Donc ensuite, une fois que vous avez sélectionné des machines, que vous leur affectez un gobo, alors visualiseur un peu capricieux. Une fois que vous avez sélectionné un gobo, vous avez ensuite en bas des contrôles. Si vous avez notamment des gobos qui sont rotatifs, alors ici je suis en stop, mais je vais les mettre en rotation. Donc CW pour clockwise dans le sens des aiguilles d'une montre et S vers F pour de slow, fast. Donc quand j'aurai une valeur faible, j'aurai une rotation lente et une valeur élevée, une rotation rapide. Et ensuite ici vous avez des raccourcis qui vous permettent d'inverser directement le sens de rotation. Alors vous voyez quand j'inverse le sens de rotation, ça fait tout simplement varier
automatiquement mon attribut qui est ici. Vous avez un bouton shaking donc pour les projecteurs qui ont la fonction gobo shake. Donc quand vous êtes en gobo shake, enfin quand votre projecteur fait un gobo shake, c'est pas reflété dans le visualiseur. Ensuite, ici je suis en rotation continue, donc en rotating. Si je me mets en indexed, je vais avoir une rotation fixe. Et là, par exemple, ce qui va me permettre d'orienter mon gobo dans le sens où je veux. Si je veux que les points des triangles aillent en fond de scène, je peux. Si je veux que les points des triangles soient vers le devant de la scène, je peux choisir ici ma rotation. Donc vous pouvez passer ici à l'aide des raccourcis d'une rotation continue à indexée à pas de rotation du tout. Ensuite dans l'onglet Gobo 2, je vais retrouver le même principe pour les projecteurs qui ont une deuxième roue de gobo, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans la section BIM Extra, alors je vais sélectionner d'autres machines. Je reviens ici. Sur les Macora. Donc ici, je vais retrouver d'autres paramètres de BIM comme mon prisme, des effets intégrés à la machine, le frost, etc. Alors le frost il ne sera pas non plus reflété dans le visualiseur. Ensuite, j'ai une section framing pour les machines qui ont des couteaux motorisés. Donc c'est le cas ici de Melia G-Profile. Et je vais pouvoir agir sur les lames et les orientations de mes couteaux à l'aide des faders virtuels. Ensuite, dans la section contrôle, je vais retrouver des attributs spécifiques à la machine. Ici par exemple, j'ai la rotation globale de mon module de couteau. Mais pour certaines machines, c'est ici que vous allez retrouver des macros par exemple de reset de panne, de reset de tilt, etc. etc. Comme toujours, je retrouve ici une section effets dédiée aux effets de BIM des machines. Donc voilà pour les différents attributs des machines. Je vais vous détailler un peu le fonctionnement des faders fixtures. Si jamais j'envoie une intensité à l'aide des faders fixtures et qu'ensuite je modifie cette intensité en passant par la console, par exemple ici je vais mettre mon intensité à 50%, il va falloir que je rattrape mon niveau avec le fader pour pouvoir reprendre le contrôle de la machine, parce qu'évidemment les faders sont pas motorisés, et ceci pour éviter qu'il y ait des changements brusques sur vos valeurs lorsque vous retouchez le fader, pour éviter par exemple qu'ici mon intensité qui est à 50 ne retourne brusquement à 98 et dès que je touche mon fader, il faut que j'aille rattraper ma valeur. Donc voilà, ici je vois que j'ai repris le contrôle au fader. Ici aussi. Et ici aussi. Donc si le niveau que je dois rattraper est en dessous du niveau envoyé par mon fader, ici on va clignoter, ça va clignoter entre 0 et full. Si le niveau est au-dessus de mon fader, vous voyez ici j'ai une légère luminosité et ensuite une luminosité à full. Et une fois que vous rattrapez le niveau, vous récupérez le contrôle de l'intensité au fader. Donc comme vous pouvez passer à la volée d'un mode à l'autre,
ici, même chose, j'ai mon fader qui clignote pour m'indiquer que j'ai quelque chose d'actif sur une autre page, donc que le niveau que j'envoie ne correspond pas au niveau de mon fader. Donc ici je suis repassé en mode fixture. Comme mon fader ici est utilisé et a été levé pour mon groupe, il va falloir que je baisse mon fader à 0 pour pouvoir reprendre le contrôle de l'intensité de la machine. On voit ici que même si je fais un clear, ici comme mon fader est toujours levé alors que dans mon programmeur l'intensité est à 0, mon fader clignote toujours. Si je le baisse, il va arrêter de clignoter. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer comment on gère la différence de niveau physique, du niveau physique qui est envoyé par le fader et du niveau qui est envoyé par la console. Quand celui-ci n'est pas le même, vous avez la lettre du fader qui va clignoter pour vous indiquer qu'il y a une différence de niveau et qu'il faudra rattraper cette différence pour reprendre le contrôle de votre intensité au fader. Ça fonctionnera de la même manière pour les faders lorsqu'ils sont en mode Q. C'est-à-dire que si vous avez alors je vais d'abord peut-être simplement enregistrer quelque chose sur mon fader ici numéro 1. Donc si jamais j'avais utilisé mon premier fader pour envoyer une intensité et qu'ensuite je passe en mode Q, j'ai toujours cette indication qui m'indique que je dois, alors ici dans ce cas-ci, rabaisser mon niveau à 0, donc au minimum, pour reprendre le contrôle de la Q qui est sur le premier fader. Ceci pour que lorsque je lève mon fader, mon niveau commence bien à 0 et au lieu de commencer à 100. Donc voilà, maintenant si je lève mon fader, eh bien le contrôle de la Q que j'ai enregistré. Et si je reviens en mode fixture, j'ai à nouveau besoin de rattraper la valeur qui était envoyée dans le programmeur quand j'étais en mode fixture pour pouvoir récupérer le contrôle du fader. Donc quand j'utilise les fader fixture soit en mode fixture soit en mode groupe, je vais agir sur le programmeur. Donc le niveau d'intensité que je vais envoyer sera une information qui sera stockée dans le programmeur. C'est pour ça que quand vous êtes en mode fixture ou en mode groupe, si vous utilisez les boutons flash des faders, vous allez sélectionner là où les machines selon que vous êtes en mode fixture ou en mode groupe, parce que vous êtes en train d'agir sur le programmeur. Si vous passez en mode Q, à ce moment-là, vous n'agissez plus sur le programmeur mais sur les mémoires. Le bouton flash aura une fonction différente, ce sera d'envoyer votre Q avec un niveau d'intensité à 100%, comme si vous aviez levé le fader à fond. Donc le concept de programmeur, c'est un concept qui est familier pour beaucoup, mais qui est étranger pour certains. Donc je vais prendre un peu de temps pour réexpliquer ce concept. Alors le programmeur, c'est une entité dans laquelle vous allez sélectionner des machines et charger des valeurs pour les attributs de ces machines. Et ce programmeur, il a deux fonctions. Donc vous pouvez soit charger des valeurs
pour ensuite dans le programmeur pour ensuite les enregistrer dans une mémoire. C'est ce qu'on fait lorsqu'on fait un record. On va enregistrer les valeurs qui sont contenues dans le programmeur dans une mémoire, soit sur les faders de queue, soit sur les faders de playback, voire dans les execute. Soit vous utilisez le programmeur pour faire des changements en live, parce que les valeurs qui sont dans le programmeur, elles ont une priorité plus élevée que les valeurs qui sont dans vos mémoires. Donc, pour détailler un peu mon explication, je vais dans un premier temps vous expliquer comment sont calculées les valeurs d'un canal par la console. Donc, je vous ai préparé un schéma. Et dans ce schéma, j'ai simplement pris un exemple donc pour un canal fictif pour vous montrer les différentes valeurs que peut prendre ce canal et comment elles sont calculées. Donc dans mon exemple, on va voir le détail du calcul du canal numéro 121 de l'univers 1 qui correspond au shutter du projecteur numéro 12. Donc ne soyez pas effrayés par ce schéma un peu barbare, on va le détailler. Les valeurs d'un canal, elles peuvent provenir de trois entités. Les valeurs du canal qui sont exprimées ici en sortie, représentées en vert, elles sont contenues dans une ou plusieurs des trois entités qui sont ici en bleu. La première entité qui a la priorité la plus basse, ce sont les valeurs par défaut des projecteurs. Ces valeurs par défaut, elles sont contenues dans la librairie et elles indiquent à la console les valeurs par défaut que votre console doit envoyer lorsque le canal n'est pas contrôlé. Donc par exemple, si vous avez un canal de panne et de tilt, en général leur valeur par défaut c'est 128, donc la valeur moyenne, ce qui permet à vos machines au repos entre guillemets d'avoir une position home, donc centrée. Ici, comme on a un canal de shutter, on va considérer que la valeur par défaut c'est la position ouverte et que ça correspond à la valeur des MX 15. Donc votre console, on va retourner ici, comme vous pouvez le voir, ici j'ai aucune mémoire d'envoyer, mon programmeur est vide. Pourtant dans mes niveaux, quand je vais voir les niveaux de sortie de ma console, j'ai des valeurs qui sont envoyées. Par exemple ici le canal numéro 67 envoie une valeur de 4%, d'autres 49%, d'autres à 100%. Ça correspond aux valeurs par défaut qui sont dans la librairie. Donc je vais retourner sur mon exemple. Donc pour mon shutter, sa valeur par défaut définie dans la librairie, c'est 15. Alors, comme vous voyez ici, on peut passer outre les valeurs qui sont définies dans la librairie en utilisant des palettes par défaut. C'est quelque chose qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc ces valeurs par défaut, ce sont les valeurs qui ont la priorité la plus basse. Ensuite, les valeurs de votre canal, elles peuvent être contenues dans les mémoires. Donc les mémoires, elles sont situées soit au niveau des playbacks, soit au niveau des faders fixture en mode queue, ou sur des boutons execute. Donc ces différentes mémoires, elles peuvent chacune contenir une valeur pour ce projecteur. Par exemple, ici j'ai une première mémoire qui envoie une valeur de 120 et une deuxième mémoire qui envoie une valeur de 90, ce qui correspond à un strobe rapide et un strobe lent. Donc si ces deux mémoires sont envoyées en même temps, il y aura des règles de priorité qui vont s'appliquer pour déterminer quelle mémoire va donner la valeur de sortie à mon canal.
Donc c'est ce qu'on appelle les règles de priorité HTP ou LTP, qu'on verra un petit peu plus tard. Donc selon ces règles de priorité, ce sera soit la mémoire qui envoie la valeur 120, soit la mémoire qui envoie la valeur 90, qui prendra le dessus pour correspondre à ma mémoire de sortie. Enfin, l'entité avec la priorité la plus haute, c'est le programmeur. Donc peu importe les valeurs qui sont envoyées soit par la mémoire, soit par les valeurs par défaut des librairies, si ce canal est contrôlé euh, dans mon programmeur, donc si j'ai chargé des valeurs pour ce canal dans mon programmeur, ici par exemple la valeur 60 qui correspond à un strop très lent, c'est cette valeur qui va prévaloir sur toutes les autres que je suis en train d'envoyer pour calculer ma valeur de sortie. C'est pour ça, entre autres, que le programmeur vous permet d'effectuer des changements en live, car il a la priorité la plus haute sur toutes les autres informations que vous êtes en train d'envoyer. Je vous ai également replacé dans ce schéma les palettes. Alors les palettes, elles contiennent aussi des valeurs pour les canaux. Par exemple, une palette pour en ce qui concerne mon shutter, on va avoir en général une palette open et une palette closed. Alors les palettes, elles sont, c'est une sorte de base de données pour vos valeurs. Elles sont utilisées par le programmeur et par les mémoires, mais ce ne sont pas elles qui envoient directement l'information en sortie. Soit vous chargez votre palette dans le programmeur, et à ce moment-là, c'est le programmeur qui enverra la valeur de cette palette en sortie. Soit vous chargez votre palette dans le programmeur pour ensuite l'enregistrer dans une mémoire. Et à ce moment-là, c'est quand vous allez envoyer cette mémoire que la valeur qui est utilisée par la palette sera envoyée en sortie. L'avantage étant des palettes, comme c'est une base de données, c'est que si par la suite vous modifiez la valeur de votre palette, ça va également modifier toutes les valeurs qui sont enregistrées dans les mémoires. Donc voilà pour les différentes entités qui contiennent les valeurs de vos canaux. Elles ont un niveau de priorité différent qui sur QuickQ ne peut pas être modifié. Donc ce fonctionnement-là, il est fixe. Votre programmeur aura toujours la priorité sur vos mémoires. Voilà, sur MagicQ, ça correspond également au fonctionnement par défaut, sauf que comme c'est un système un peu plus flexible, vous pouvez paramétrer votre console pour qu'elle réponde à des règles de priorité un peu différentes. Voilà, votre programmeur, c'est en quelque sorte la mémoire vive, pour faire une analogie, c'est en quelque sorte la mémoire vive de votre ordinateur. Par opposition à la mémoire longue, donc qui est le disque dur. Lorsque vous éteignez votre ordinateur, les informations qui étaient contenues dans votre mémoire vive sont vidées, les informations qui sont enregistrées sur votre disque dur sont sauvegardées pour les utilisations suivantes. Dans une console, c'est un peu le même principe. Le programmeur, c'est une mémoire vive. Donc il va garder des informations jusqu'à ce que vous le vidiez, donc jusqu'à ce que vous fassiez clear, alors que vos mémoires, donc les queues qui sont contenues dans les playbacks ou sur les faders de queue, elles vont garder ces informations sur le long terme pour que vous puissiez vous en resservir lorsque vous en avez besoin. Donc sur les consoles MagicQ, vous avez un accès direct au programmeur, au contenu du programmeur, et vous pouvez vérifier ce qu'il y a dans le programmeur. Sur les consoles QuickQ, par souci de simplicité, vous n'avez pas cet accès direct au programmeur. Par contre, vous avez une indication. Déjà, quand le bouton Clear n'est plus grisé, ça signifie qu'il y a des informations dans votre programmeur. Ensuite, dès que vous touchez un paramètre, alors là j'ai touché un paramètre de couleur et de beam, ici mon bouton couleur et mon bouton beam se sont remplis de couleur bleue pour vous indiquer que dans votre programmeur vous avez chargé des informations de couleur et des informations de beam.
Donc pour les besoins de la vidéo suivante où on expliquera comment enregistrer des mémoires, etc., il faut dans un premier temps comprendre comment les valeurs des attributs sont chargées dans le programmeur. Pour charger un attribut dans le programmeur, il faut tout d'abord indiquer à la console sur quel projecteur vous travaillez. Donc là, j'ai fait une sélection. Cette sélection, elle est active dans le programmeur. Je vais pouvoir, pour ces projecteurs-là, charger des valeurs. Donc sur QuickQ, quand vous avez sélectionné une machine, si... Alors on va simplement leur allumer les machines. Si vous allez dans une fenêtre, par exemple BIM, et que vous modifiez une valeur de BIM, dans le programmeur, vous allez charger la valeur de BIM, la valeur de... pardon, j'ai modifié la valeur de zoom. Dans le programmeur, vous allez charger cette valeur de zoom, mais vous n'allez pas charger que cette valeur de zoom. Vous allez charger cette valeur de zoom plus toutes les valeurs par défaut des autres paramètres de BIM. Donc dans la QuickQ, les valeurs qui sont chargées dans le programmeur, elles sont chargées par famille d'attributs. Donc vous allez charger, si vous touchez à une position, vous allez charger et la valeur de tilt par exemple ici que je viens de donner, et la valeur de panne qui correspond à la valeur par défaut de la machine. Pourquoi ce fonctionnement? Ça c'est encore une fois par souci de simplicité, c'est-à-dire que si ici je viens reprendre mes machines, que je leur fais un look, on va dire, que j'enregistre cette mémoire. Si ensuite j'ai une autre mémoire qui utilise des valeurs de BIM, par exemple, avec un strobe, un zoom large et un prisme. Peut-être juste réduire mon zoom. Voilà, alors si j'ai fait un look comme ça, qui, je vous l'accorde, fait un peu mal à la tête, ici, quand je vais envoyer ma première mémoire, dans cette mémoire est contenu et les attributs que j'ai modifiés et les valeurs par défaut des attributs. Quand je vois ma deuxième mémoire, ça évite que les deux looks que j'ai fait viennent se superposer et se combiner pour donner des résultats qui seraient un peu imprédictibles. En tout cas, Shamsi a jugé que c'était plus intuitif, on va dire, pour les utilisateurs novices qui ne sont pas extrêmement familiers avec le concept de programmeur, les différentes méthodes d'activation des canaux. Voilà, donc sur QuickQ, je vais arrêter de strober, sur QuickQ, cette méthode d'activation des canaux, elle est fixe, elle correspond à la méthode IPCB dans MagicQ. Donc dans MagicQ, vous avez la possibilité de choisir la manière dont sont chargés les attributs dans le programmeur. Vous pouvez choisir de les charger par famille, donc en IPCB, comme c'est le cas sur la QuickQ, mais vous pouvez également choisir de les charger individuellement, ce qui veut dire que si vous prenez une machine et que vous ajustez simplement le paramètre de zoom,
vous allez dans MagicQ charger uniquement ce paramètre de zoom. Vous avez une autre méthode sur MagicQ euh, qui charge des valeurs pour l'ensemble de la machine dès que vous touchez un paramètre. Donc dans ce cas-ci, si j'avais modifié les valeurs de zoom avec l'activation par machine, ça aurait chargé la valeur de zoom que je viens de modifier, plus l'ensemble des valeurs d'intensité, de position et de couleur par défaut de la machine dans le programmeur. Alors, dans QuickQ, le fonctionnement par famille d'attributs, c'est une espèce d'entre-deux, c'est une manière un peu hybride de charger les canaux dans le programmeur. Donc, cette méthode d'activation, c'est une notion essentielle pour comprendre ce qu'il y a dans vos mémoires. D'autant plus que sur QuickQ, vous ne pouvez pas voir le contenu de votre programmeur. Donc il faut bien être conscient que quand vous sélectionnez une machine et que vous allez toucher un paramètre, ici j'ai uniquement modifié mon paramètre magenta, cependant dans mon programmeur, j'ai chargé toutes les valeurs par défaut des autres paramètres de couleur, y compris le cyan, le yellow, le CTO, etc. Donc quand je vais enregistrer ça dans une mémoire, j'aurai dans ma mémoire d'enregistrer des paramètres auxquels j'ai pas forcément touché. Il faut bien avoir conscience de ça pour comprendre par la suite ce qu'on enregistre. Je vais reprendre mon schéma maintenant pour vous expliquer la gestion des conflits entre les mémoires et avec les règles de priorité HTP ou LTP. Donc, comme je vous ai expliqué, dans ces trois entités, vous avez des règles de priorité qui sont fixes. Pour un canal, vous pouvez avoir qu'une seule valeur par défaut, et pour le même canal, vous pourrez avoir qu'une seule valeur dans votre programmeur. Par contre, dans les mémoires, vous pouvez enregistrer, peut-être pas autant de mémoire que vous voulez, mais vous pouvez enregistrer de nombreuses mémoires qui contiennent des valeurs différentes pour le même canal. Comme c'est le cas ici, on va dire que j'ai une mémoire qui a la valeur 120 pour ce canal et une mémoire qui a la valeur 90 pour ce canal. Quand vous allez activer ces deux mémoires en même temps, il va bien falloir que votre console choisisse quelle mémoire elle doit prendre en compte pour calculer la valeur de sortie. Et c'est dans ce cas de figure que les règles de priorité HTP ou LTP interviennent. Elles vont servir à déterminer quelle mémoire va prendre le dessus sur l'autre pour calculer la valeur de sortie. Donc ces règles de priorité, elles s'appliquent canaux par canaux. C'est-à-dire que si ici, dans ma première mémoire, j'ai une couleur, une position et mon strobe, et que dans ma deuxième mémoire, j'ai un gobo et mon strobe, je vais les règles les règles de priorité HTP ou LTP, elles vont s'appliquer uniquement pour les canaux qui sont en conflit les uns avec les autres. Donc ici, dans ma mémoire où j'aurai des canaux de position, quand je vais envoyer ces deux mémoires en même temps, ces canaux de position ils seront contrôlés que par une seule mémoire et il n'y aura pas besoin d'utiliser une règle de priorité HTP ou LTP pour savoir s'ils seront pris en compte. Ils seront pris en compte dans tous les cas parce que ces canaux sont contrôlés que par une seule mémoire. Donc pour vous illustrer différents exemples, je vais
charger un show existant. Alors ici j'avais juste tourné une machine, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans le même sens que les autres. Et je vais en même temps du coup en profiter pour vous montrer comment on peut déplacer les machines dans la visualisation de QuickQ sans passer par MagicQ. Alors passer par MagicQ, ça a de nombreux avantages, comme par exemple la rapidité, le fait de pouvoir accrocher des machines à des objets, et le fait de pouvoir insérer des objets, que ce soit du truss, que ce soit des formes, que ce soit des modèles 3D. Donc pour modifier la visualisation depuis QuickQ Designer, ici il faut se mettre en Plot View ou en 3D Plot View. Et une fois que vous êtes en Plot View, vous allez voir vos machines apparaître. Donc ici mes 5 machines. Et ensuite, je vais sélectionner Design Mode. Une fois que je suis en Design Mode, je vais pouvoir déplacer mes machines dans la visualisation. Donc je vais me mettre sur le côté et je vais ici dans les filtres simplement mettre sélectionner, comme ça je ne verrai uniquement la machine que j'ai sélectionnée. Je vais prendre cette machine pour la remettre dans le même sens de rotation que les autres. Alors, ça n'a pas l'air d'être le cas. Selected, voilà. On va remettre all. Voilà, maintenant j'ai à peu près la même orientation. Je vais repasser en mode 3D. Et voilà, mes machines sont maintenant dans le même sens. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un peu laborieux comme manière de fonctionner. Donc ça fonctionne quand vous avez un petit kit, mais si vous avez une grosse implantation 3D à faire, je vous conseille de passer par MagicQ. Donc voilà pour ce petit aparté sur la visualisation. On va maintenant revenir aux règles de priorité HTP et LTP. Alors, HTP, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Highest Text Precedence en anglais, donc la valeur la plus haute prend le dessus. C'est-à-dire que c'est la mémoire qui va envoyer la valeur la plus haute pour un attribut qui va prendre le dessus et être prise en compte en sortie. Vous avez une deuxième règle qui s'appelle LTP pour Latest Text Precedence, donc la dernière prend le dessus. À ce moment-là, c'est la dernière mémoire qui va être envoyée qui va prendre le dessus sur les autres. Chaque type de canal utilise soit une règle de priorité de type HTP, soit une règle de priorité de type LTP. C'est la règle qu'utilise un canal est définie dans les librairies, mais ce sera quasiment toujours une règle de type HTP pour les attributs d'intensité et une règle de type LTP pour tous les autres attributs, soit des positions, des attributs de position, des attributs de couleur, des attributs de beam. Ce qui veut dire que quand j'aurai deux ou plusieurs mémoires d'envoyés qui contrôlent l'intensité d'un groupe de projecteurs, comme l'intensité est gérée en HTP, ce sera la mémoire qui envoie la règle la plus haute qui sera prise en qui envoie la valeur la plus haute qui sera prise en compte en sortie. Pour le reste des attributs,
comme par exemple un attribut de couleur, ce sera une règle LTP qui va s'appliquer. Donc si j'ai 3 mémoires qui envoient chacune une couleur différente pour mes projecteurs, ce sera la dernière mémoire que j'ai activée qui va prendre le dessus sur les autres mémoires. Donc ici j'ai enregistré quelques mémoires pour vous illustrer ces différentes règles. Ici dans mes premières mémoires, j'ai enregistré une intensité différente pour mes projecteurs. Donc dans la mémoire numéro 1, j'ai une intensité à 30%, dans la mémoire numéro 2, une intensité à 60%, et dans la mémoire numéro 3, une intensité à 100%. Si j'envoie ma première mémoire avec une intensité à 100%, j'ai beau monter mon fader de mes autres mémoires, comme celles-ci ont un niveau d'intensité qui est inférieur à 100%, elles n'auront pas le contrôle sur les valeurs d'intensité de mes projecteurs. Maintenant, si j'envoie ma mémoire qui a une intensité à 30%, lorsque j'envoie ma deuxième mémoire, dans un premier temps, ça n'a pas d'effet, parce que cette mémoire envoie toujours une intensité inférieure à 100%. Cependant, quand je monte mon fader jusqu'en haut, à ce moment-là, je vois bien que c'est cette mémoire qui reprend le dessus et qui envoie une intensité, ici on voit bien, qui est égale à 60%. Maintenant, si j'envoie ma troisième mémoire avec une intensité à 100%, dans un premier temps, ça n'a pas d'effet, mais dès que mon fader atteint un niveau suffisant, c'est cette mémoire qui reprend le contrôle de l'intensité des projecteurs. Donc pour les attributs d'intensité, c'est la mémoire qui envoie la valeur la plus haute qui sera prise en compte. Tout en sachant que ce sera le cas pour les valeurs qui sont contenues dans les mémoires, mais comme mon programmeur a une priorité plus haute que mes mémoires, si ici je lève mon fader même à 10%, les programmeurs ayant la priorité sur les mémoires, c'est mon intensité à 10% qui sera prise en compte. Les règles de priorité HTP, LTP, elles ne s'appliquent uniquement que lorsqu'il y a un conflit entre les mémoires. Quand je contrôle ces canaux via le programmeur, comme c'est lui qui a la priorité la plus haute, à ce moment-là, il n'y a plus de conflit. Donc voilà, et par exemple ici, dès que je vais vider mon programmeur, ce sera à ce moment-là mes mémoires qui vont reprendre le contrôle de mes machines, donc mon intensité va passer à 100. Ensuite, j'ai ici enregistré une couleur rouge, une couleur bleue, une position à gauche, une position à droite. Donc les positions et les couleurs, ce sont tous les deux des attributs qui sont gérés en LTP. Donc si j'envoie ma couleur rouge, dès que je vais envoyer ma couleur bleue, c'est elle qui va reprendre le dessus parce que c'est la dernière à être envoyée. Si je rebaisse mon fader et que je renvoie ma couleur rouge, c'est à nouveau elle qui reprend le dessus sur la mémoire précédente. Ce sera le même principe ici. Si j'envoie ma position à gauche, lorsque j'envoie ma position à droite, c'est elle qui sera prise en compte immédiatement. Si je rebaisse mon fader et que je renvoie ma position gauche, c'est à nouveau elle qui prend le dessus. Donc pour le cas des canaux qui sont des attributs qui sont gérés en LTP, c'est la dernière mémoire activée qui prend le dessus sur les autres. Ensuite ici, j'ai enregistré deux tableaux.
un premier tableau avec une intensité à 20%, une position, une couleur et des attributs de BIM, et un deuxième tableau avec une intensité à 100% et simplement une position à l'intérieur. Ça va nous permettre de vérifier que les règles HTP LTP elles s'appliquent pas par mémoire mais bien par canaux. Donc si j'envoie ici mon premier tableau, je vois bien que j'ai une intensité faible, que j'ai une position, une couleur et des attributs de BIM avec mon gobo. Lorsque je vais envoyer mon deuxième tableau, ici, immédiatement ma mémoire qui contient la nouvelle position prend le dessus parce qu'elle est gérée en LTP. Ensuite, l'intensité va être contrôlée par cette deuxième mémoire à partir du moment où j'enverrai à plus de 20%. Donc là on voit bien que quand je joue juste sur le bas de mon fader, ici j'ai pas de changement sur l'intensité qui est envoyée. Dès que je vais dépasser les 20% qui sont à peu près ici, là on voit bien ici que c'est maintenant ce playback là qui contrôle l'intensité de mes machines. La position prend la position de mon dernier playback ici prend la priorité a une priorité sur la position qui est envoyée par mon avant-dernier playback, mon playback 9. Par contre, pour les paramètres de couleur et de faisceau qui sont contenus dans ma mémoire d'avant, comme je n'ai rien dans ma mémoire numéro 2, il n'y a pas de conflit pour ces paramètres. Donc cette mémoire, c'est toujours elle qui va contrôler la couleur et le gobo pour les projecteurs. Si maintenant je renvoie une couleur rouge, par exemple, c'est elle qui prend tout de suite le dessus sur les paramètres de couleur des projecteurs. Donc voilà, j'espère que cette explication, quoique un peu longue, vous aura été bénéfique, vous aura aidé à comprendre de manière plus précise la manière dont est calculé et la manière dont est chargé les valeurs des différents attributs des projecteurs dans les consoles. Alors ces explications, elles s'appliquent également aux consoles Magic Q dans une moindre mesure parce que ensuite sur Magic Q vous aurez plus de flexibilité pour modifier ces différentes règles de priorité, alors que QuickQ, je vous le rappelle, c'est un fonctionnement qui est fixe. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Dans la prochaine vidéo, on abordera plutôt les palettes et l'enregistrement des mémoires et le contrôle en mode chase et en mode QStack. Voilà. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. On a un peu dépassé, mais comme la dernière session de la journée, c'est pas trop grave. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et un bon confinement à tous.